Le 28 octobre 1978 à 8 heures, le Destré appareille, puis il fait route vers le Sénégal. Le 31 octobre 1978 à 8 heures, nous arrivons à Dakar pour y séjourner un peu plus de 2 semaines. Durant cette période, je passe une grande partie de mon temps sur les plages du littoral. Nous avons, les copains et moi, une préférence pour l'une d'entre elles, éloignée du centre, peu prisée comme celle de Ngor. Elle est par conséquent moins fréquentée. Et c'est précisément ce que nous recherchons. Nous nous y rendons à pied en passant devant la gouvernance, un nom qui m'était inconnu jusqu'alors pour désigner ce qui, je suppose, est le siège d'un organisme gouvernemental. En haut de cette plage de sable jaune, se sont installés quelques commerces et d'autres établissements, comme le Club des Corses, au sein duquel nous ne sommes pas moins bien accueillis que les natifs de l'île de Beauté. En quelques jours, nous y prenons des habitudes. Il fait bon y séjourner en maillot de bain devant un rafraîchissement et un copieux casse-croûte. En fin de journée, sur le chemin du retour, nous ne manquons jamais de passer par la gare afin d'y faire provision de cacahuètes chez cette brave vieille qui, à l'aide de son godet de mesure, nous les compte avec toujours autant de rigueur. Depuis peu, elle nous fait cadeau d'une dose supplémentaire car nous sommes considérés comme de bons clients. Il est vrai que nous lui prenons aussi des commandes pour d'autres membres de l'équipage. À 2 reprises, nous visitons dans l'agglomération une sorte de grand marché d'art local et de souvenirs. Il regorge, entre autres choses, de belles pièces sculptées dans des bois précieux. Pour donner suite à une commande qui m'a été faite, je me procure ici un masque supposé être taillé dans de l'ébène, non sans l'avoir au préalable soupesé et frotté pour m'assurer qu'il conserve bien sa couleur ébène en profondeur. Pour les bijoux en métaux précieux, nous préférons nous rendre dans une boutique réputée honnête. L'or ici n'est pas très cher et les produits disponibles sont d'assez bonne facture. Gourmettes, chevalières, chaînettes et croix d'Agadès se vendent bien. Le marchandage sur les prix est généralement de mise, surtout à l'approche de cette période où les croyants préparent une fête pour laquelle ils se doivent d'acheter un mouton. Sur le littoral, un endroit pittoresque mérite le détour. C'est le marché aux poissons. Quant au retour d'une journée de pêche en mer, les marins tirent leurs pirogues sur la plage. Elles sont immédiatement entourées par toutes sortes de gens. Il y a les ménagères à la recherche de poissons frais pour les repas familiaux. Il y a aussi des commerçants, des détaillants qui trouvent ici de quoi remplir leurs étals en ville ou au-delà. La plage, si paisible auparavant, devient le siège d'une activité intense, bruyante, colorée et imprégnée de fortes odeurs. Au soleil couchant, sinon quand les affaires sont faites, le lieu retrouve progressivement sa sérénité jusqu'au petit matin qui voit alors la flottille des pirogues reprendre le large. Pour m'échapper un peu de Dakar, que j'ai sillonné ces derniers temps dans tous les sens, je participe à une excursion dont la principale destination est Fadiout. En route vers cette bourgade, nous traversons une savane de hautes herbes d'où émergent çà et là des baobabs énormes pour certains, et aussi des palmiers aux troncs dégarnis surmontés de touffes de palmes. À notre demande, le car s'arrête près d'un de ces baobabs géants. Il devient une cible pour nos objectifs et prendra place plus tard dans nos albums de photos. Plus loin, je remarque des parcelles de terre brûlée et des cultures que je n'identifie pas. Nous nous arrêtons aussi au milieu d'un beau troupeau de zébus à la robe claire, presque blanche. 2 jeunes gardiens encadrent les bovins qui trouvent ici une herbe verte et abondante. Enfin, nous arrivons devant Fadiout, cité curieuse, située sur un îlot au milieu d'une lagune. L'unique et longue passerelle de bois qui fait le lien entre le village et la rive est franchie sans hâte afin de profiter du site avec un certain recul. Sur place, nous circulons dans des rues de terre battue, bordées de maisons basses, construites en maçonnerie et couvertes essentiellement de tôle. Les gens circulent à pied, parfois en vélo, d'autres vaquent à quelques occupations sur le pas des portes, à l'ombre des arbres au feuillage touffu qui bordent la voirie.
chiens faméliques et poulets en liberté se mêlent à une population nonchalante avec laquelle nous n'établissons de contact que pour négocier les babioles qui nous sont proposées. L'endroit est paisible, un peu trop sans doute, à la limite ennuyeux. Alors, après avoir pris quelques clichés, je m'en retourne, je m'attarde à nouveau sur la passerelle de bois avant de remonter dans le car. L'après-midi, on nous dépose près d'un grand hôtel en bordure de l'océan. Le personnel nous invite à profiter sans réserve des services et loisirs disponibles sur place, comme par exemple le bar, le restaurant et la baignade. C'est la plage qu'avec 2 de mes copains nous choisissons en premier. Nous la découvrons très longue, large, rectiligne, presque blanche sous un soleil qui, aujourd'hui, trône seul dans un ciel vide de tout nuage. Un vent soutenu, chargé de sable, nous cingle la peau. Des rouleaux énormes s'écrasent en permanence sur le rivage et répandent des tonnes d'eau écumantes sur la centaine de mètres en pente douce de la plage. Le bruit engendré est constant et assourdissant. Les embruns soulevés par cette agitation forment au loin une sorte de brume blanchâtre qui atténue le bleu profond de l'Atlantique. Il est impossible de se baigner au-delà et même à proximité de la barrière de déferlement. Les vagues mourantes restent suffisamment hautes et puissantes pour nous bousculer, voire nous faire perdre pied. L'eau, à bonne température, est bien agréable, de même que les séances de bronzage qui alternent avec les bains. Avant de reprendre la route, nous vidons un ou 2 verres au bar de l'hôtel, en compagnie des autres membres de l'excursion. Le 16 novembre 1978 à 8 heures, l'escale longue de Dakar prend fin. Nous mettons le cap, au sud-ouest, vers les côtes américaines. Le 22 novembre 1978 à 8 heures, après une traversée sans histoire et un nouveau passage de la ligne, le Destré fait escale à Salvador de Bahia, au Brésil. Je suis parmi les premiers à descendre à terre. Je traverse les 3 quais bordés d'un long bâtiment ouvert, semblable à une gare maritime. Sur le trottoir qui, à l'extérieur, longe cette construction, les permissionnaires sont assaillis par des mendiants, filles et garçons parfois très jeunes. Certains font peine à voir, tant ils sont maigres, sales et mal vêtus, mais c'est une règle applicable ici comme ailleurs, nous ne donnons rien à personne, ils sont trop nombreux. Visibles ou invisibles, tous sont prêts à fondre, main tendue, sur le premier qui laissera parler son cœur. Pour obtenir plus, ils vont l'accompagner dans ses déplacements et le harceler durant de longs moments. S'il y a quelques pièces à distribuer, mieux vaut attendre le retour de promenade. On peut alors échapper aux plus tenaces en montant à bord. Faute d'avoir mis sur pied un plan de visite, nous partons au hasard vers la droite, l'une des 2 solutions disponibles en ce lieu. Nous sommes en bordure de mer, nous passons devant une école navale, près d'une longue jetée qui garantit des eaux calmes à une batellerie disparate. Un îlot circulaire fortifié se dresse à l'entrée de cet abri maritime. Nous n'allons pas plus avant, constatant que nous nous engageons dans des faubourgs sans intérêt. Revenant sur nos talons, nous prenons alors comme objectif visible une curieuse colonne qui, presque à son sommet, est reliée à la colline par une passerelle. Rendus sur la coquette place depuis laquelle s'élance la construction, nous réalisons que cette dernière abrite un ascenseur. Par curiosité, nous l'empruntons et rejoignons ainsi la haute ville en débarquant sur une belle esplanade qui s'étire au pied d'un grand bâtiment à coupole. Un immeuble ancien, blanc et paré de nombreuses sculptures. Si j'en crois les inscriptions portées au fronton, il s'agit du siège du gouvernement local. Nous nous dirigeons à présent vers un centre d'activité dominé par de hauts immeubles. Là, au milieu d'une foule bruyante et colorée, occupant autant la chaussée que les trottoirs, nous passons en revue les vitrines. Nous sommes intéressés par les étiquettes porteuses de bas prix. Peut-être le sommes-nous un peu moins par l'aspect des produits qui les portent. En ce qui me concerne, je cherche une aigue marine pas trop chère. D'après des témoignages de marins nous ayant précédés au Brésil,
On peut ici faire de bonnes affaires. Le pays produit diverses pierres, de qualité, en quantité intéressante. Reste que c'est un achat délicat à réaliser. Pendant ce séjour à Salvador, je reviens dans cette partie haute de la ville qui présente de multiples aspects. Je visite des vieilles églises, souvent très belles. Je m'attarde sur les places ombragées où parfois se produisent des musiciens. Il y a mille choses à voir, comme ce photographe de rue qui travaille avec une antique boîte noire. Il règne, en ces lieux, une agréable atmosphère de vacances. Personne ne semble pressé, les visages sont souriants et le soleil brille. En soirée, les rues ne désemplissent pas plus que les terrasses où l'on prend volontiers la fraîcheur en traînant devant un verre. C'est de cette manière que je termine mes soirées avant de rentrer à bord. Au passage, je distribue quelques pièces aux enfants qui mendient près des quais. Apparemment abandonnés et sans abri, ils vivent ici la plupart du temps, dormant la nuit à même le sol. Le 26 novembre 1978, à 8 heures, nous quittons Salvador de Bahia. Et le 29 novembre 1978, le Destré se présente devant Fortaleza, ville importante du nord-est brésilien. Je retrouve ici quasiment les mêmes activités qu'à Bahia, les mêmes sensations, le même plaisir à sillonner les rues animées. Localement, la misère s'affiche aussi en contraste avec l'idée favorable que l'on se fait de ce pays. Ma priorité ici est d'honorer la commande qui m'a été passée. Je dois trouver une pierre authentique et pas chère. Afin de limiter les risques, comme je l'avais fait en Australie pour l'acquisition du nopal, c'est dans une bijouterie que j'achète à prix plutôt élevé une aigue marine montée sur bague en or. Je souhaite qu'en France ce bijou soit estimé à une valeur au moins équivalente à celle de son achat. Et j'espère surtout être remboursé. Faisant confiance aux commerçants, je lui prends également une tourmaline d'un beau vert profond. Elle est taillée en gouttes et montée sur pendentif. L'escale prenant fin le 2 décembre 1978 à 8 heures, le Destré quitte les côtes brésiliennes à destination de Dakar. Du 7 décembre 1978 à 8 heures au 8 décembre 1978 à 8 heures, nous séjournons une dernière fois dans la capitale du Sénégal. Je me contente alors d'une soirée paisible au foyer de la base. Ensuite, la mission Sargasse 7 étant terminée, nous naviguons vers notre port d'attache. En mars de cette année 1979, une mission doit conduire le Destré à l'est de la Méditerranée, et cette fois il me faut rester à bord. Après des jours passés à faire des ronds dans l'eau, au large des côtes provençales, corses et sardes, nous devons débarquer d'urgence un matelot qui souffre d'une péritonite. Il est hospitalisé le 9 mars 1979 à Cagliari, au sud de la Sardaigne. Le matin du 11 mars 1979, le Destré ravitaille en carburant dans le port d'Ajaccio. Nous faisons ensuite route vers la Grèce, tout en réalisant divers exercices. Du 13 au 15 mars 1979, le Destré fait escale au Pirée, le port d'Athènes. Il existe une liaison ferroviaire à haute fréquence de circulation entre le port et la capitale. Elle permet des allées et venues rapides et peu onéreuses. La cité antique me passionne. Je visite, en prenant le temps nécessaire, le Parthénon et tous les sites qui jouxtent l'acropole. Il y a le théâtre antique, partiellement restauré, des champs de fouilles avec çà et là des colonnes encore dressées, des chapiteaux sculptés gisant à terre, des bâtiments certes en ruine, mais encore imposants. Tout ceci est entouré par endroits de jardins aménagés ou d'une végétation méditerranéenne sauvage. Plus loin, le temple de Jupiter ne garde que quelques colonnes debout, mais elles sont de taille et marquent le paysage alentour. Du haut de l'acropole, on peut observer la ville blanche et ses constructions basses. Elle s'avance jusqu'au pied des collines et les emprisonne parfois.
Au loin, des reliefs plus élevés ondulent sur fond de ciel bleu ce jour-là. Au cœur de la ville, devant le Parlement grec, j'assiste à une relève de la garde. Je suis amusé par le costume si particulier que portent les sentinelles. Je suis surtout admiratif devant ce rituel qu'elles exécutent avec un ensemble parfait. Dans les boutiques, je me procure de nombreux objets de décoration, des vases peints à la main, représentatifs de la culture grecque. Certains sont dorés à leur fin. J'achète aussi des statuettes, de la vaisselle et d'autres babioles. Dans les restaurants, je découvre une gastronomie variée, goûteuse, mais pas toujours plaisante à voir. J'abuse un peu de l'ouzo consommé en apéritif, surtout quand chacun y va de sa tournée. Athènes restera pour moi un bon souvenir, la réalisation d'un rêve ancien. Et puis me revoilà à Toulon, pris par mes recherches d'emploi et la vie à bord. Je fais enfin coudre mes galons de probimètre sur mes tenues, et comme si c'était le signal, je passe la trappe. Explication. Les officiers mariniers subalternes, les OM, et les officiers mariniers supérieurs, les OMS, disposent pour chaque catégorie d'une salle à manger ou d'un mess. Ces deux locaux sont séparés par un office commun, endroit par lequel transitent les plats élaborés en cuisine et destinés à alimenter les tables. Ces plats sont passés au travers de trappes ouvertes dans les cloisons des salles. Quand une promotion vous autorise à passer d'un mess à l'autre, la coutume veut que cela se fasse non pas par les portes, mais par les trappes. C'est une sorte de bizutage, car au passage vous subissez quelques sévices, pas bien méchants toutefois. Le promu a aussi coutume d'offrir d'un côté la tournée d'adieu et de l'autre côté celle d'arrivée.